Moi, je me présente. Je suis Patrice Klug, donc en conseil en fusion acquisition depuis 25 ans maintenant. Et j'interviens pour vendre des entreprises, généralement de 5 à 20 millions d'euros. Oui, c'est vrai que c'est de 5 à 20 millions d'euros dans la plupart des cas, et parfois un petit peu moins, et parfois un petit peu plus. Donc, après avoir vendu ma société à Deloitte in extenso en 2013, j'ai fait un petit morceau de chemin avec in extenso et Deloitte. J'ai repris mon indépendance en 2017. L'idée, c'est d'offrir davantage de services aux dirigeants de PME parce que souvent, chez Deloitte in extenso, on avait des mandats de vente. On avait juste à vendre la société, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour qui permet d'augmenter la valeur. Et donc, on va avoir très souvent des marges de travail considérables qui permettent d'augmenter la valeur. Et donc, en moyenne, on va calculer qu'on a doublé la valeur des sociétés pour lesquelles on a travaillé. Alors, doubler la valorisation, ça paraît démentiel. C'est pourtant ce qu'on fait en moyenne. Donc, euh, on va travailler sur la préparation de la société de vendu, la préparation du dirigeant avant de la société. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, euh, essayer de bien comprendre qu'est-ce que le dirigeant il aime et il n'aime pas, pour l'aider à mieux se concentrer sur ce qui va créer de la valeur et ce qui va lui donner du plaisir avant la vente. Et donc, ça va permettre de déléguer et de former d'autres salariés ou d'utiliser des logiciels ou des sous-traitants avant la vente. Ça permet d'augmenter fortement la valeur. Donc, l'OBO également, la mise en compétition des acquéreurs également. Il y a beaucoup d'outils qui permettent d'augmenter la valorisation. On, on s'aperçoit qu'en moyenne, on double la valeur. Alors, euh, bon, pour finir sur ma présentation, j'ai vendu 200 sociétés en 25 ans, moi tout seul personnellement. Et si j'inclus les sociétés vendues par mes associés, je suis même à 1500 sociétés vendues. Dans un secteur en particulier? Alors, sur des secteurs variés, je vous entends un petit peu mal, mais j'ai bien entendu la question. Sur des secteurs variés, on a deux experts comptables, on a plusieurs experts comptables ce matin, et donc l'expertise comptable fait partie des secteurs sur lesquels on a fait des opérations. Mais cette année, on a vendu deux écoles de commerce, hein, deux clients totalement différents, deux sociétés de services de nettoyage, deux sociétés de services informatiques. Donc, on est sur des secteurs variés. On a aussi vendu des sociétés de construction, des industries, des sociétés agroalimentaires, des sociétés d'assurance, des conseils en gestion de patrimoine. On n'est pas monosecteur, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui reviennent. C'est vrai il y a des secteurs sur lesquels il y a des milliers d'entreprises en France, donc c'est normal qu'ils reviennent, ou simplement parce que comme on a vendu des sociétés dans un secteur, ben, les concurrents nous disent, ah bah tiens, si tu as été capable de vendre cette société un an de chiffre d'affaires, est-ce que tu peux aussi nous vendre? La dernière société qu'on a vendue cette semaine, c'était un data center avec des services d'infrastructure informatique. Euh, donc, 200 opérations, 1500 opérations si j'inclus celles de mes associés. Et donc, on est une petite équipe de 8 personnes à Boulogne-Billancourt, à Paris. Donc, on a effectivement un certain nombre de clients qui vendent pour partir. Et la dernière conférence qu'on a faite, c'était sur comment vendre sa société tout en gardant son entreprise. euh, pour permettre de partir à l'étranger. Donc ça, c'était euh, une bonne conférence parce que c'est vrai que comment on fait pour partir? Alors, au- aujourd'hui, si on prend l'exemple de Jérôme, bah, oui, vous êtes parti, mais vous avez toujours votre société. Donc c'est ça la nuance, c'est dans la dernière conférence, on avait vendu la société, mais on avait touché l'argent et on continuait à pouvoir avoir un salaire dans l'entreprise et aussi à rester actionnaire. Et donc, on a parlé d'OBO, de Owner Buyout.
Euh, Souvent, les experts comptables me disent, oui, mais l'owner buyout, je connais très bien. J'ai pas besoin de vous pour faire une dette sur ma société. Alors, c'est vrai, en général, on va multiplier par 3 ou 4 la valorisation. Ça change tout. La dernière fois, il y a un dirigeant qui m'a dit, non, c'est bon, j'ai déjà obtenu 5 millions d'euros de ma banque, j'ai pas besoin de vous. Ben, on a obtenu 20 millions d'euros. Donc ça a tout changé parce au lieu de faire un OBO avec 5 millions d'euros, il a fait un OBO, il a touché 16 millions d'euros et il a réinvesti 4 millions d'euros, ce qui lui a donné 45% du capital de la nouvelle société. Il avait la possibilité de travailler ou pas, il n'était pas obligé, donc il a finalement continué à travailler, il a eu un salaire. Mais entre-temps, on a multiplié par 4 le montant de la valeur par 3,3 le cash out immédiat plus les 45%. Et 45%, les 45% valent déjà 15 millions d'euros, donc 2 ans plus tard. Et donc ça veut dire il avait déjà fait une valo à 20, il va peut-être refaire encore une valo à 20 de plus. Et comme c'est écrit là, en moyenne, on dépense 1800 heures par opération. 1800 heures de travail, oui, parce que tout ça, c'est pas juste un claquement de doigts, c'est quand même du travail. Et donc, 1800 heures, non, pas 2800 heures, c'est 2800 heures en moyenne. On est 8 personnes et en moyenne, on va faire 8 opérations dans l'année. Et encore, euh, c'est même moins que ça, parce qu'en général, c'est plutôt 5 6 clients. Et il y a toujours deux trois opérations en plus. Euh, donc c'est plutôt 5 6 opérations réelles et des opérations secondaires. Si je prends l'exemple de la dernière opération qu'on a fait dans les data centers, on a vendu un data center en cours de mission. La mission a duré plus d'1 an. Et on a aussi recruté 8 personnes. Et ensuite, on a vendu la société. Et ça, je- c'est une vraie opération, mais c'est une opération annexe de la vente du data center en cours de route. Une présence internationale avec des bureaux partenaires à l'étranger, y compris New York, Shanghai, Tel Aviv, Madrid, etc. En méthode Ikigai, comment on arrive à augmenter la valeur de la société? J'en parlais tout à l'heure, il y a le coaching dirigeant qui joue beaucoup et l'organisation, le management sur lequel on va améliorer la récurrence, aider l'entreprise à mieux travailler sur la pérennité et la croissance. On reviendra sur les différents niveaux de diagnostic, des exemples d'ateliers spécifiques qu'on peut faire. En général, on fait une trentaine d'ateliers spécifiques pendant la mission. La partie juridique, évidemment, avec les avocats. Alors, le contexte de 2025, et après on parlera du LBO. Mais le contexte de 2025, vous voyez sur ce graphe, il n'y a pas beaucoup de graphes sur la valorisation des PME. Donc là, on est sur l'indice Argos With You Epsilon Mid Market. Donc, c'est des entreprises de 15 à 500 millions d'euros de valorisation. Eh bien, on voit que le dernier multiple de valorisation s'établit à 9,8 fois l'EBITDA au dernier trimestre. Donc, un niveau de valorisation très élevé parce qu'on est exactement à la moyenne des valeurs d'entreprise depuis 10 ans. Donc, depuis 10 ans, on oscille entre 9 et 11 fois l'EBITDA. On a eu quelques petits creux, 2016-2017, 2020, 2023 et début 2024, et un élan exceptionnellement élevé pendant le Covid en 2021. Mais à part ces périodes, depuis 2015, le marché des PME ETI mid-market se valorise autour de 9,9 fois l'EBITDA. Alors, c'est vrai qu'auparavant, 2006, 2016, 2015, on avait des valeurs entre 5 et 9. On considère que le marché a changé. Pourquoi? Parce que le marché des cessions d'entreprise s'est fortement démocratisé, parce que on a réussi à financiariser les petites entreprises et qu'on n'a plus besoin des marchés financiers. Auparavant, si vous vouliez vendre votre société, soit vous vendez sur un niveau de valorisation très faible,
soit vous vous introduisiez en bourse. Aujourd'hui, grâce aux fonds d'investissement, grâce aux milliers et milliers de personnes physiques qui veulent acheter des entreprises, grâce au soutien des banques, grâce au quantitative easing également, c'est-à-dire l'argent qui est disponible à profusion en Europe, eh bien, grâce historiquement aux taux d'intérêt faibles, alors vous allez me dire que les taux d'intérêt ont augmenté, toutefois on est en Europe, et en Europe les taux d'intérêt sont redescendus sous les 3%. Alors on n'est pas redescendu à 1 ou à 0%, mais on est à 3%, et donc on a la possibilité aujourd'hui d'acheter des entreprises avec un taux d'intérêt à 3%. Donc on a, grâce à beaucoup de ces phénomènes depuis 10 ans, depuis la crise de 2008, eh bien on voit qu'on a eu un élan de croissance qui se pérennise dans le temps. On aurait pu penser que c'était la crise. Alors oui, les taux d'intérêt étaient à 4, 4,5, voire 5% il y a encore un an. Et donc, grâce à la redescente des taux, on retrouve un multiple de 10 fois l'EBITDA. Alors, bien sûr qu'on est ici sur les grosses entreprises et comme vous l'avez vu, c'est sur des sociétés dont la valeur moyenne est supérieure à 50 millions et donc on est entre 15 et 500 millions. Pour les petites entreprises, il va y avoir une décote, mais une décote par rapport à cet indice, d'où l'importance d'avoir l'indice. Et comme il n'y a pas d'analyse des petites entreprises en permanence, c'est toujours intéressant d'analyser ce qui est comparable. Alors les marchés boursiers n'est pas comparable, cet indice Argos est très intéressant. Donc, une société qui fait 10 millions d'EBITDA vaut 10 fois l'EBITDA, donc 100 millions en moyenne, mais une plus petite société a un multiple plus faible. C'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez une décote de taille. Donc, pour les petites sociétés de 2 à 5 millions d'euros, on est en moyenne à 5 fois l'EBITDA. Pour les sociétés plus grosses, entre 5 et 20 millions, on est à 7 fois l'EBITDA. 10 fois l'EBITDA entre 20 et 75 et 10,5 fois l'EBITDA au-dessus de 75 millions. Mais même dans un segment, prenons l'exemple des 2 à 5 millions, ce qui est peut-être le segment qui vous intéresse ce matin, eh bien, il y a 10% des sociétés qui valent moins de 3 fois l'EBITDA et 10% des sociétés qui valent plus que 10 fois l'EBITDA. Alors, EBITDA, comme vous le savez, ça ressemble à l'EBE, donc ça ressemble à l'excédent brut d'exploitation et c'est un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qui diffère l'EBITDA et l'excédent brut d'exploitation? En France, il y a déjà le retraitement des leasings et on va également avoir principalement l'intéressement et la participation qui sont dans les salaires, dans les bidas, alors qu'en France, en EBE, on est plutôt dans les résultats exceptionnels. Donc, ici, vous avez la décote des tailles des petites entreprises, mais même dans un segment de taille, eh bien, il y a des sociétés qui valent plus ou moins cher. Et là, vous avez les multiples par secteur d'activité. Donc, en moyenne, on a dit que les petites entreprises valent 5 fois l'EBITDA, mais il y a des petites entreprises qui sont dans des secteurs d'activité qui valent beaucoup plus cher que d'autres. Développement de logiciels, services informatiques, services de santé pharmaceutique ou même e-commerce. Il y a des secteurs qui sont dans la moyenne, agroalimentaire, services aux entreprises, industrie, production, distribution. Et puis, il y a des secteurs qui sont décotés par rapport à la moyenne parce que c'est des secteurs qui ne sont pas récurrents. Donc, une société de construction, même une société comme la mienne, conseil en fusion-acquisition ou encore une agence immobilière, c'est pas récurrent. Comme on commence l'année, eh bien, on a zéro chiffre d'affaires, il faut tout construire le chiffre d'affaires. Donc, si on vend une société, eh bien, on a affaire à un acheteur qui va dire, oui, mais moi, j'ai aucune garantie que ce chiffre d'affaires et cette rentabilité, qui pourtant sont là, bien là depuis des années, eh bien, soit pérennisée. Et l'acheteur a raison parce que tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Alors, on a également ici un slide avec des multiples de valorisation sur les sociétés de technologie. Bon, là, on est sur des medtech, fintech, assurtech, proptech, et donc on est sur des 2, 3, 4, 5, 6 fois le chiffre d'affaires. On connaît bien ça en Israël. Donc une société, plus son activité est récurrente, plus elle vaut cher. Mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent nous voir en me disant, oui, mais j'ai des contrats signés sur 5 ans, donc ma société vaut cher. Non, pas du tout. Ta société, tu as des contrats signés sur 5 ans. Probablement que ça veut dire qu'en moyenne, il reste 2 ans et demi à vivre par contrat. Eh bien, dans 2 ans et demi,
ton client, ton acheteur, il rêve que d'une seule chose, c'est de changer de fournisseur, de renégocier. Et donc, l'espérance de vie de ton contrat, c'est 2 ans et demi. Alors qu'un contrat qui n'a pas d'échéance, comme un logiciel SaaS où on peut arrêter tous les mois, ou encore une société de services de nettoyage qui peut arrêter tous les mois, ou encore, comme c'est écrit ici, Free, Netflix ou Canal+, qu'on peut arrêter tous les mois. Eh bien, comme on peut arrêter tous les mois, le client, il n'arrête jamais. L'espérance de vie du contrat, elle est de 20 ans, 25 ans, 30 ans. On analyse le taux de churn, et c'est ça qui fait la valeur de la société. Alors, dans ici les sociétés logicielles, informatiques, santé, c'est aussi la croissance du marché et la stabilité et la pérennité qui font la croissance du marché, de la valeur des entreprises. Maintenant, on doit parler donc de 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2025? En 2025, déjà, il y a les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, on a vu que comme ils ont baissé, la valeur des entreprises est remontée en 2024. Cette baisse en France, en Europe, parce qu'on parle de société française aujourd'hui, eh bien, elle s'est arrêtée net et donc les taux d'intérêt ont commencé à remonter. Donc, comme les taux d'intérêt ont commencé à remonter, eh bien, les valeurs des entreprises vont commencer à baisser. C'est logique. Un acheteur pour une entreprise, il achète une entreprise par de la dette. Plus cher il paye la dette, moins il a de capacité d'achat et donc moins cher il va payer les sociétés. Deuxièmement, plus cher est la dette, moins la banque va prêter d'argent. Parfois même, elle ferme les robinets totalement. C'est ce qui s'est passé en 2022-2023. Et donc, il n'y a même plus du tout d'argent pour acheter une entreprise. C'est même pas une question de valeur, c'est une question de banque qui ferme toute la porte aux acheteurs des entreprises. Donc, pour l'instant, les robinets restent ouverts en Europe, mais ils sont beaucoup moins ouverts que dans la période précédente. Et ils peuvent se refermer si la hausse des taux d'intérêt se poursuit. La hausse des taux d'intérêt, elle est très modeste aujourd'hui. Je vous ai parlé d'une hausse, c'est une hausse très modeste. On va plutôt parler d'un faux plat. Un faux plat, pas un faux plafond, hein, mais plutôt quand on court, on a l'impression qu'on est sur du plat, on a du mal à courir, mais en fait ça monte un petit peu. Bon, on est là-dessus, on est sur un faux plat sur les taux d'intérêt. C'est quasiment stable plus, et les taux d'intérêt, on pense qu'ils vont redescendre dans les prochains mois avant la fin de l'année. Mais ça veut dire qu'on est sur un faux plat. Donc, incertitude sur les taux d'intérêt. Au niveau géopolitique, alors là, je vous fais pas un dessin, c'est la guerre et peut-être même la guerre mondiale. Donc, pas facile de répondre à la question géopolitique, c'est un point d'interrogation, c'est les incertitudes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en 2025 par rapport à la valeur et la vente de sa société? Ben, au vu de cette courbe que vous voyez ici, moi j'aurais tendance à vous dire, ben, vendez, profitez de la valeur actuelle, profitez tant qu'il est temps d'avoir des valeurs élevées et que vous avez des acheteurs et qu'il y a des acheteurs qui sont prêts à payer un prix élevé, parce que vous voyez qu'on est quasiment sur le plus haut niveau jamais historiquement atteint pour payer, valoriser des entreprises. Euh, et tout peut arriver et tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Et donc, bah, peut-être que c'est dans 2 mois, 3 mois, 3 ans que il peut y avoir un cataclysme financier, économique, industriel, politique, géopolitique ou au niveau militaire. Donc, bien sûr que aujourd'hui, moi je dis, il est tout à fait possible de vendre et on vend des sociétés tous les jours et on continue à avoir des activités de vente d'entreprise. Euh, Ensuite, vous allez me dire oui, mais j'aurai peut-être plus demain. Et c'est là que vient jouer l'OBO. L'OBO, le LBO, c'est la session tout de suite et la session demain. Ça veut dire qu'on vend plusieurs fois sa société. Je vais y arriver dans quelques minutes. En attendant, je voulais parler donc de expertise comptable, parce qu'on a parlé d'expertise comptable. Est-ce que c'est le bon moment de vendre son cabinet d'expertise comptable, indépendamment du fait que votre cabinet est totalement adapté pour faire un LBO, un OBO, un MBO, etc. C'est-à-dire une session d'entreprise dans laquelle vous touchez tout de suite votre argent et qu'en plus vous allez revendre la société plus tard après une période intermédiaire. La situation du secteur de l'expertise comptable est particulièrement spécifique.
Alors, en termes de valorisation des entreprises, on est dans les services aux entreprises, donc on est juste au-dessus de la valeur moyenne des entreprises en France. Et vous êtes un petit peu mieux valorisé que des sociétés de services habituelles. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi bien valorisé? Parce que vous avez des contrats récurrents, parce que vous avez des contrats des clients qui sont là depuis des années, parce que vous avez avec 1 million de chiffre d'affaires probablement 200 clients, c'est la moyenne. Alors peut-être que vous allez me dire non, pas du tout, je travaille des grands comptes, etc. Mais en tout cas, si vous êtes dans la moyenne, vous êtes dans la norme. 5 personnes, 200 clients, des TPE, des PME et deux, trois grosses entreprises comme d'habitude. Donc, des clients qui sont là souvent depuis 10 ans, parfois certains 15-20 ans, et puis d'autres qui viennent d'arriver il y a 2-3 ans. C'est normal. Vous avez donc probablement, comme les autres, un taux de récurrence de 94%, c'est-à-dire vous avez 6% de perte de clients chaque année, une espérance de vie des clients de 13-14 ans. Vous me dites, hein, par écrit ou par oral, si je me trompe et à quel point je me trompe. Donc, vous êtes probablement un cabinet classique et dans la moyenne de 1 million de chiffre d'affaires. Donc, on pourrait dire, vous votez avec votre croissance interne et naturelle, parce que bah, c'est un marché plutôt solide et porteur et pérenne. Toutefois, c'est un marché en révolution violente. C'est un marché où des logiciels essayent de voler le marché des experts comptables, où la plupart des experts comptables euh, utilisent des nouveaux logiciels qui permettent de faire des gains de productivité aux clients et à vos salariés, qui permet donc de repousser vers les clients euh, la comptabilité pour vous permettre de passer plus de temps pour la vérification et du conseil sur mesure patrimonial, fiscal et entrepreneurial pour vos clients. Mais ça veut dire aussi que donc vous pouvez avoir une facturation un petit peu euh, répartis. Alors peut-être encore un peu de commissariat au compte, mais aussi peut-être du conseil. Certains experts comptables vont faire du conseil en valorisation, du conseil en stratégie, des rapports, du contrôle de gestion, des petites interventions à gauche à droite. Et donc ça peut représenter 5, 10, 20, 30% du chiffre d'affaires. C'est donc moins bien valorisé que le reste de l'expertise comptable en multiple de chiffre d'affaires, parce que c'est moins récurrent, parce que c'est des missions ponctuelles, mais c'est des missions qui sont associées complémentaires à votre activité. Donc on est sur des valorisations autour de 80% du chiffre d'affaires, 90-100% du chiffre d'affaires pour le commissariat au compte et 60 à 70% du chiffre d'affaires pour la partie service conseil. En multiple de rentabilité, on est plutôt à 5, voire 6. Et après, on vérifie que ces moyennes sont cohérentes. Toutefois, bah, il y a des exceptions. On a vendu un cabinet d'expertise comptable récemment. Il faisait 30% de résultats d'exploitation. Donc, on a eu 20 acheteurs, 20 groupes d'expertise comptable qui étaient intéressés, qui ont fait des offres tous entre 70 et 100% du chiffre d'affaires. On voulait vendre au meilleur prix et heureusement, on a eu un acheteur qui a proposé 200% du chiffre d'affaires, bah, tout simplement parce que des sociétés aussi rentables, bien, pas beaucoup. Donc, si on s'était arrêté aux 20 premiers acheteurs, on n'aurait pas pu vendre plus que 100% du chiffre d'affaires, ce que un seul acheteur avait proposé. Heureusement, on a eu un acheteur qui a proposé plus et même on est monté à 200% du chiffre d'affaires. C'est tout à fait exceptionnel, unique, mais c'est vrai que c'est pour démontrer que la valeur des entreprises peut être assez différente d'un acheteur à l'autre, entre 70 et 200%. Et si on n'avait pas eu cet acheteur-là, on aurait dû accepter une offre beaucoup plus faible. L'acheteur aurait fait une très très bonne affaire parce qu'il aurait payé la société seulement 3 fois le résultat d'exploitation. Alors les experts comptables sont des très mauvais calculateurs, hein, ils savent pas du tout calculer, malheureusement, très bizarre, parce que les 20 acheteurs ont proposé un prix entre 2 et 3 fois le résultat d'exploitation. Alors que on valorise une société d'abord par le multiple de rentabilité et pas par le multiple de chiffre d'affaires. Et, et à part un seul acheteur, tous, 96% des acheteurs ont dit non, non, nous, les experts comptables, on ne sait pas valoriser sur le multiple de rentabilité, on valorise que sur le multiple des chiffres d'affaires. On n'a jamais vu un cabinet expertise comptable se vendre plus que 80 ou 100% de chiffre d'affaires. Donc, voici notre prix. Donc, assez rigolo. Alors, donc, marché en pleine révolution. Il y a des groupes
des fonds d'investissement qui investissent le marché, comme vous le savez, comme la radiologie il y a 5 ans, comme il y a la biologie médicale il y a 20 ans, comme les vétérinaires depuis 8 ans. Eh bien, désormais, c'est le marché de l'expertise comptable qui est en train d'être férocement attaqué par les fonds d'investissement. KPMG a pris enfin, expertise comptable a pris son indépendance, comme vous le savez. Euh, In extenso, expertise comptable a pris son indépendance de Deloitte également, comme vous le savez, ça c'était il y a 8 ans maintenant. Mais donc en face de ça, il y a des groupes, des fonds d'investissement qui sont en train de racheter, de devenir aussi gros que KPMG ou In extenso. Ils veulent certains atteindre 100 millions, 200 millions, 500 millions de chiffre d'affaires. Et donc ils sont en train de faire des petites razzias. Ils achètent des parts de marché, ils intègrent et ils digitalisent de plus en plus. Donc, un marché en pleine révolution. Voilà, c'est donc plein de possibilités. Si vous avez d'autres questions sur d'autres secteurs d'activité, dites-le moi. Donc, sur les incertitudes 2025, elles sont nombreuses. Et ce qui fait que la conclusion, c'est sécuriser. Alors oui, mais sécuriser, si je vends et j'ai déjà vendu, donc je ne peux plus vendre demain. Alors oui, mais je vais revenir sur le conseil que un conseiller en gestion de fortune m'avait donné il y a 10 ans en me disant, mais Patrice, en fait, si tu investi en bourse, en fait, la question, c'est pas est-ce que tu dois acheter maintenant ou acheter plus tard, il faut acheter tout le temps. Tu achètes maintenant et tu achètes plus tard. Et comme ça, bah, peut-être que tu vas acheter moins cher aujourd'hui ou demain, mais tu auras bénéficié à la fois du prix d'achat aujourd'hui et en même temps le prix d'achat demain. Pareil pour la vente. Quand tu veux vendre, ben, c'est peut-être le bon moment et c'est peut-être pas le bon moment. Donc, eh bien, tu vends maintenant une partie et tu vends aussi une autre partie demain. Eh bien, c'est un excellent conseil que j'ai gardé, mais surtout que j'applique aujourd'hui pour la vente des entreprises. Donc la question, c'est est-ce que je vends maintenant ou est-ce que je vends demain? Non, tu vends aujourd'hui et tu revends demain. Et tu fais un LBO. Alors malheureusement, je ne peux pas vraiment vous demander en levant la main qui sait ce que c'est qu'un LBO, probablement tous que oui, mais il y a différents types de LBO. Donc je rappelle que effectivement le LBO est adapté aux sociétés en orange, c'est-à-dire en sociétés en développement croissant, en croissance, un peu en maturité, mais c'est mieux d'être en croissance qu'en phase de maturité, parce que la phase de maturité est parfois une phase de baisse. Donc plus on est en croissance pérenne et régulière, rentable, avec des cash flows positifs et sécurisés pour l'avenir, enfin sécurisés en tout cas, on pense qu'ils vont être pérennes pour l'avenir, et bien plus on est adapté à un OBO. Sécurisé, ça ne veut pas dire on bloque un contrat 5 ans, ça veut juste dire on a une activité récurrente d'année en année. Posez des questions évidemment sur le chat, c'est fait pour ça. Donc, comment ça marche? Ben, on va faire différents types de financement. On a des fonds d'investissement, des partenaires bancaires qui nous aident. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait tripler la valeur de la société. Et exemple, un OBO, un LBO qu'on a fait, 22 millions d'euros. On a obtenu 9 millions d'euros de financement bancaire. Le dirigeant a également accepté l'association d'un fonds qui a mis 9 millions d'euros. On a donc mis 22 millions d'euros sur la table, dont 18 millions d'euros de cash out et 4 millions d'euros de réinvestissement. Donc plutôt que de dire est-ce que je vends ou pas maintenant, eh bien je vends et je réinvestis. Et là, il avait 34% du capital et 18 millions de cash out. Demain, la société vaut à nouveau 22 millions. Il a 34% du capital. Eh bien, il va vendre ses titres 7 millions d'euros. Donc, il a déjà touché 18 et il retouche 7 demain. Si vous voulez garder la majorité du capital aujourd'hui, il aurait mis 9 millions d'euros pour 66% par exemple, et au lieu de faire 18 millions de cash out, il aurait fait que 13 millions de cash out. Donc là, c'est pareil, il a fait 13 millions de cash out. Demain, la société vaut à nouveau 22 millions. Eh bien, il a 66%. Donc, ça lui fait encore 14 millions d'euros. Si demain la société vaut plus que 22 millions, parce qu'on peut imaginer que dans 5 ans elle vaut 40 millions d'euros, eh bien, il a déjà touché 13 millions tout de suite, et demain il a 66% de 40, donc ça lui fait encore 30 millions d'euros. Donc le LBO permet de vendre sa société sans se poser la question est-ce que c'est le bon moment ou pas de vendre aujourd'hui? Eh bien c'est je vends maintenant et je revends plus tard. Ça marche très bien pour l'expertise comptable. Vous vendez votre société maintenant à un holding qui vous achète votre société. Vous réinvestissez dans ce holding le montant que vous voulez, avec qui vous voulez. Alors,
on peut vous aider à choisir, hein. Ça peut être un de vos salariés, ça peut être un nouvel associé, ça peut être un nouveau cabinet d'expertise comptable, etc. Demain, vous n'êtes pas obligé de continuer à travailler parce que l'association a permis de vous permettre de ne plus travailler parce qu'on a choisi des personnes qui peuvent travailler à votre place. Demain, vous pouvez continuer à travailler ou pas. Vous pouvez travailler à temps partiel, à temps plein, ou travailler un jour par mois, un jour par semaine, etc. À chaque fois, on arrive à trouver le juste équilibre. Hmm. Et voilà, bon, évidemment, c'est 3000 heures de travail, donc je vous passe les détails. Il nous reste 1 minute. Des exemples d'opérations qu'on a pu faire. Fège, par exemple, une société qu'on a vendue 3 fois le prix souhaité initialement par notre client. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait de LBO. Et quand je lui ai demandé 1 an plus tard, pourquoi vous n'avez pas fait le LBO et vous avez préféré vendre à une SCL industrielle, il me dit, ah, parce que j'avais rien compris à votre truc. Pourtant, j'avais passé 20 heures en 8 réunions différentes pour lui expliquer l'OBO. Donc, comme quoi, même si j'essaie d'expliquer, de prendre le temps, eh bien, c'est pas toujours compris. Et il regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir fait l'OBO. Il aurait pu être beaucoup plus riche encore. Un autre exemple, Coptis avec Extens, opération qu'on a fait il y a 4 ans, très belle opération également dans le laboratoire cosmétique, ou encore Antco en 2024 dans la gestion de fortune et le family office, et encore Lusatech, Lusaclean, Cadisco, école de commerce, ISCAE, etc.